Et merci aux organisateurs et aux intervenants pour cette rencontre sur un sujet assez inhabituel et je suis d'autant plus honorée d'y participer. Il y a 50 ans déjà, j'étais jeune externe, un de mes patrons nous a dit « D'ores et déjà, la maladie iatrogène est la première cause de pathologie ». Il parlait de la France, mais je suppose que cela était vrai pour tous les pays d'Europe. Dans la iatrogénéicité, il y avait bien sûr les erreurs médicales, mais aussi les erreurs médicamenteuses. Et tout cela pour un coût humain inacceptable et plus prosaïquement une facture actuelle de 42 milliards de dollars par an. Malgré une certaine connaissance de ce problème par mes activités de médecin expert judiciaire en matière de responsabilité médicale, j'ai été très surprise à la lecture de votre enquête d'y constater que, chiffres à l'appui, à quel point les erreurs médicamenteuses sont toujours nombreuses et surtout, au regard de leur cause, à quel point elles ont été et sont toujours très majoritairement évitables. Tout particulièrement depuis les 40 dernières années qui ont vu la numérisation de la santé en ville comme à l'hôpital. Les résultats de votre étude auprès des hôpitaux européens répondent à une question centrale. Pourquoi encore tant d'erreurs ? Vous mettez en exergue certains obstacles à la mise en œuvre des améliorations souhaitées, définies dans votre rapport. Tout d'abord, vous faites apparaître à juste titre le problème crucial du financement pour 75% des obstacles, en particulier à la mise en place de technologies coûteuses, et cela à toutes les étapes du suivi, que ce soit dans la place donnée aux erreurs médicales dans la gestion informatique des dossiers médicaux, puisque 14% des hôpitaux européens qui ont répondu à l'enquête ne font aucun suivi des erreurs médicamenteuses et 25% n'en connaissent pas le nombre dans leur établissement. Concernant l'information, 51% des hôpitaux seulement ont intégré le dossier médical électronique aux soins primaires. 21% des erreurs surviennent lors de la prescription électronique. Or, les systèmes de prescription électronique avec aide à la décision clinique sont encore très inégalement répandus selon les hôpitaux et les services. Idem pour la distribution médicamenteuse, à l'origine, elle, de 29% des erreurs, avec très peu de pharmacies automatisées ou d'étiquetage par code-barre. Le double contrôle est encore très minoritaire, en particulier pour les administrations intraveineuses. 58% des hôpitaux seulement sont en capacité d'avoir une distribution unitaire. Le deuxième facteur de ce retard est le facteur humain et la ressource humaine, avec un double aspect, celui qui dépend des professionnels de santé, qui ont bien souvent une rémunération et une formation trop en deçà de la charge et des responsabilités. C'est le cas dans plus de 50% des témoignages et globalement, pour 65% des réponses, la ressource humaine est en cause, le plus souvent par manque de personnel et les tensions que cela a créées. Mais dépendant du contexte de l'hôpital et ou de l'ambiance du service. Votre étude montre qu'aujourd'hui, il existe encore trop peu de procédures opérationnelles standards pour la préparation aseptique ou injectable dans les services. En corollaire, c'est clairement le niveau d'exigence et d'excellence de chaque service qui est en cause. Même en renforçant l'automatisation, la numérisation, la robotisation des opérations des services, le facteur humain restera, du moins il faut le souhaiter, un pilier fondamental des soins apportés à nos patients. Enfin, certains facteurs n'apparaissent qu'en filigrane dans le rapport, mais à titre personnel, je les ai fortement ressentis. Vous signalez l'opacité qui entoure l'accès au public des répertoires d'erreurs médicamenteuses. Seuls 20% des hôpitaux rendent ces erreurs médicamenteuses accessibles dans les données de base et 8% ne les inscrivent absolument pas. Cela est inadmissible par éthique même et surtout à l'égard des patients. Votre étude fait aussi apparaître en 5e et 6e paramètres d'obstacles le manque de preuves des erreurs ou des bénéfices à leur recherche. Oui, mais cela suppose effectivement qu'on les recherche systématiquement et efficacement pour en évaluer le bénéfice. Cet point particulier est un biais fondamental au flou qui règne sur ces questions. Car selon ma vision d'expert judiciaire, cela cacherait bel et bien un refus des hôpitaux
de la judiciarisation inhérente à la découverte des causes et des responsabilités. Recherche qui peut déboucher sur des coûts extraordinaires, au-delà même de froisser les susceptibilités de soignants qui se croiraient infaillibles. Il y a urgence dans les services, du chef de service au plus simple collaborateur, à travailler l'exigence, l'excellence, l'humilité, la remise en question de soi, le plus simplement du monde. Il existe donc un réel tabou et une omerta encore très forte sur ces problèmes que votre rapport a le grand mérite de lever. Pour conclure, les solutions sont comme une démarche médicale, à bon diagnostic et bonne connaissance, bon traitement. Et nous avons les moyens d'agir préventivement sur les deux grands axes déterminés plus haut, l'axe technologique et l'axe humain. Sur les moyens techniques, car les innombrables start-up européennes sont à même d'améliorer la gestion personnalisée des dossiers médicaux et toutes les procédures internes au fonctionnement digital de tous les services, dont les pharmacies centrales, qui sont robotisées à 25% à peine, ainsi qu'au suivi de chaque médicament oral ou intraveineux par code-barre. Cela suppose aussi, et c'est la députée qui parle, en amont une politique industrielle dynamique de chaque État membre, dans un cadre de coopération internationale de recherche, de l'excellence et du partage des informations. Cela est très faisable et déjà bien amorcé entre industriels et chercheurs. Sur les moyens humains, au-delà de la culture de service propre à chaque pays, l'accent doit être donné à la formation et à la rémunération à la mesure des responsabilités. Toute prise médicamenteuse, il ne faut jamais l'oublier, entraîne une chaîne de responsabilités dont nul ne peut s'abstraire. C'est le corollaire incontournable du progrès en matière de pharmacologie et de protocoles thérapeutiques. Mais cela ne peut se faire non plus sans un système de protection sociale nationale fort et bien géré et un système de distribution de soins de haute qualité. Il en va aussi de la confiance retrouvée dans nos soignants et l'industrie pharmaceutique, très malmenée par la crise du Covid dans tous les pays européens. C'est donc le vœu que je forme pour chacun des États européens. Je vous remercie.